Comme on le dit souvent, rien n'est éternel en ce monde. Tout continue de changer sans jamais s'arrêter, et même les immenses continents ne sont pas immuables. Par exemple, les continents actuels se sont formés à la suite de la fragmentation du supercontinent Pangée. Toutefois, il a fallu entre 175 et 200 millions d'années pour que ces continents s'éloignent suffisamment les uns des autres. De la même manière, les mers ne sont pas éternelles non plus. Par exemple, il y a seulement 10 000 ans, la mer Baltique n'était encore qu'un immense lac d'eau douce. Pour un changement aussi spectaculaire, 10 000 ans peuvent être considérés comme une période plutôt courte. Bonjour à tous! Mais à l'inverse, que penseriez-vous si un immense lac disparaissait en seulement 30 à 40 ans? C'est l'histoire de la disparition d'une étendue d'eau qui, au milieu du XXe siècle, était considérée comme le 4e plus grand lac de la planète. Assécher une masse d'eau aussi gigantesque en si peu de temps serait impossible, même pour les forces de la nature. Pour accomplir une telle tâche, la nature aurait besoin d'au moins plusieurs milliers d'années. Mais cela, c'est dans le cas où l'être humain ne lui donne pas un petit coup de main. Bon, laissons là cette introduction aux allures d'énigme. Bienvenue sur Perdu-Chan. Nous allons maintenant voir en détail comment la mer d'Aral a disparu, et si ce lac a encore une chance de renaître. Alors, commençons. Une mer qui a marqué les mémoires. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la mer d'Aral était considérée comme l'un des plus grands lacs de la planète. Après la mer Caspienne, le lac supérieur du Canada et des États-Unis et le lac Victoria d'Afrique. Avant le lancement des grands projets d'irrigation, la mer d'Aral couvrait une superficie de 67 000 à 60 000 km², contenait entre 1000 et 1100 km³ d'eau et sa profondeur moyenne était d'environ 16 mètres. Son étendue atteignait environ 430 km de long, tandis que sa largeur maximale approchait les 290 km. L'histoire de la mer d'Aral remonte à environ 10 000 à 20 000 ans. Sa formation a commencé vers la fin de la dernière période glaciaire, sous l'effet de la fonte des glaciers du plateau du Pamir et de la chaîne du Tian Shan. La région entourant la mer d'Aral a longtemps été l'un des plus grands centres de civilisation. Par exemple, la célèbre route de la soie passait par l'oasis du Khorezm, située sur les rives de la mer d'Aral. Sur les anciennes cartes, la mer d'Aral était alors désignée sous le nom de mer bleue. En effet, ces eaux se distinguaient par leur transparence et leur teinte bleu limpide, tandis qu'une grande variété de poissons y vivaient. Aujourd'hui, la mer d'Aral se situe à la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Mais autrefois, grâce à ce lac, des dizaines de milliers de personnes vivaient d'une pêche prospère et de l'industrie de transformation des produits de la mer. Ces principaux ports, Aral et Moynak, étaient des centres de pêche particulièrement dynamiques. On y transformait des espèces de grande valeur, bien connues même en dehors de l'Asie centrale, telles que la carpe et la brème, ainsi que le célèbre barbeau de l'Aral, un poisson de la famille des cyprinidés pouvant dépasser les 20 kilos. Cela dit, depuis le début des temps historiques, la mer d'Aral s'est asséchée à plusieurs reprises. L'une des preuves les plus frappantes en est la découverte, sur l'ancien fond du lac asséché, de vestiges de constructions anciennes auxquels les archéologues ont donné le nom romantique d'Atlantide de la mer d'Aral. Plusieurs légendes locales évoquent également des périodes où la mer d'Aral s'était asséchée. À la fin du XIXe siècle, personne n'aurait pu imaginer que la mer d'Aral puisse un jour disparaître. En effet, malgré le climat chaud de la région, l'eau perdue par évaporation était continuellement compensée par 2 fleuves abondants, l'Amou Daria et le Sir Daria. De plus, selon les calculs du chercheur Lev Berg, si le débit entrant était resté constant à son niveau de l'époque, le niveau de la mer d'Aral aurait augmenté de 0,6 à 0,7 mm par an et, au bout d'environ 8000 ans, ces eaux auraient fini par déborder vers la mer Caspienne. Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. L'intervention humaine dans cet écosystème naturel fragile a fait prendre à l'histoire de la mer d'Aral une direction totalement différente. Pourquoi la mer d'Aral a disparu ? La principale cause de la catastrophe qui a entraîné la disparition de la mer d'Aral fut la vaste politique d'irrigation mise en œuvre par l'Union soviétique entre les années 1960 et 1980. À cette époque, les dirigeants soviétiques cherchaient de nouvelles sources de revenus pour alimenter les caisses de l'État.
C'est alors qu'est apparue l'idée de l'or blanc. L'or blanc était le surnom donné au coton, une appellation utilisée à l'époque et encore aujourd'hui. Cette culture très lucrative générait des milliards de profits grâce à la main-d'œuvre bon marché des agriculteurs d'Asie centrale soviétique, privés de nombreux droits. Le problème était que la culture du coton nécessitait une irrigation à grande échelle. Pour cela, il fallait impérativement mettre en place des infrastructures hydrauliques capables d'acheminer l'eau jusqu'aux champs. L'extension de surfaces cultivées en coton exigeait de vastes étendues de terre et d'énormes quantités d'eau. Concernant les terres, cela ne posait pas vraiment de difficultés. Le désert du Karakoum, par exemple, offrait à lui seul une superficie immense. Mais comment obtenir une telle quantité d'eau ? Les géniaux ingénieurs soviétiques, encouragés par des dirigeants soviétiques tout aussi géniaux, décidèrent alors de détourner les eaux de l'Amou Daria et du Sir Daria vers les champs de coton. Et puisque la patrie et le parti l'exigeaient, des milliers de kilomètres de canaux d'irrigation furent construits en un temps record à travers les sables du désert afin d'acheminer les eaux de ces deux fleuves jusqu'aux plantations de coton. Et ce n'était que le début des problèmes. Au départ, l'augmentation spectaculaire des récoltes de coton fut perçue comme un immense succès économique, mais cet enthousiasme ne dura pas longtemps. En effet, l'eau qui alimentait la mer d'Aral depuis des siècles commença également à disparaître dans les canaux d'irrigation. La principale raison était leur faible efficacité, conséquence d'une conception défectueuse qui ne tenait pas compte des énormes pertes dues à l'évaporation et à l'infiltration. Pressés par la compétition socialiste, les scientifiques avaient même oublié qu'il fallait imperméabiliser le fond des canaux. En conséquence, selon les sections concernées, environ 30 à 70% de la précieuse eau prélevée dans les fleuves s'infiltrait dans le sable et était perdue. Quant à la mer d'Aral elle-même, les conséquences dévastatrices commencèrent à apparaître littéralement dès les premières années. Et cela n'avait rien d'étonnant, puisque seulement 10% du volume d'eau qui l'alimentait auparavant continuait désormais à y parvenir. Le niveau de la mer d'Aral se mit à chuter rapidement, tandis que sa salinité augmentait brutalement. Dans un environnement devenu aussi salé, la plupart des organismes d'eau douce ne pouvaient survivre, et les poissons commencèrent à mourir en masse. Les eaux de la mer d'Aral reculèrent de plusieurs dizaines de kilomètres par rapport aux anciennes rives. Sur le fond asséché du lac s'élevaient désormais, comme des monuments funéraires, des carcasses rouillées de chalutiers, tandis que les ruines de phares à moitié ensevelis émergeaient du sable. Le paysage avait véritablement des allures d'apocalypse. D'ailleurs, les cinéastes ne laissèrent pas passer cette occasion et utilisèrent ces décors effrayants dans des documentaires ainsi que dans des films de science-fiction prédisant l'avenir. Le lac qui, littéralement jusqu'à hier encore, portait le majestueux nom de mer d'Aral et faisait vivre des dizaines de milliers de personnes, était désormais méconnaissable. Et les journalistes ou les scénaristes n'étaient pas les seuls à venir observer ce spectacle. Le rétrécissement de la mer d'Aral était devenu un problème majeur pour l'ensemble de l'Union soviétique. Une fois encore, les dirigeants soviétiques confièrent une nouvelle mission aux scientifiques. Celle-ci consistait à développer une vaste irrigation dans les régions arides du Kazakhstan et de l'Asie centrale, avec la restauration de la mer d'Aral comme objectif complémentaire. Une nouvelle fois, scientifiques et dirigeants soviétiques faillirent répéter exactement les mêmes erreurs que par le passé. Car un projet de détournement des fleuves sibériens fut alors proposé. Ce plan prévoyait de rediriger les eaux de l'Ob, de l'Irtych et du Ienisseï du nord vers le sud, c'est-à-dire vers les steppes et les déserts d'Asie centrale, grâce à un immense système composé de milliers de kilomètres de canaux et de stations de pompage. Comme lors du projet précédent, les travaux commencèrent rapidement et un canal expérimental fut même creusé. Nul ne sait jusqu'où ce gigantesque projet de détournement des fleuves sibériens serait allé s'il avait été poursuivi. Mais la perestroïka, qui venait justement de commencer à cette époque, sauva la nature d'un nouveau désastre. La perestroïka désigne la période de libération économique et sociale qu'a connue l'Union soviétique. Les scientifiques s'opposèrent au projet et avertirent qu'il risquait de modifier le climat sibérien et de provoquer des bouleversements écologiques irréversibles. De leur côté, les économistes soulignèrent que les bénéfices attendus de l'extension des terres irriguées ne permettraient probablement pas de couvrir les coûts d'entretien d'un système hydraulique aussi gigantesque. Finalement, en 1986, ce projet fut définitivement abandonné. En 1989,
La mer d'Aral avait tellement perdu d'eau qu'elle se scinda en deux parties distinctes. Au nord subsista une petite étendue d'eau appelée mer d'Aral du Nord ou petite mer d'Aral, tandis qu'au sud demeura une étendue beaucoup plus vaste appelée mer d'Aral du Sud ou grande mer d'Aral. Ainsi, les géniaux concepteurs des canaux d'irrigation avaient réussi, en seulement 20 à 30 ans, à transformer en immenses lacs en ce qui n'était plus, au fond, que de grandes flaques d'eau. De plus, l'eau de ces étendues n'était utilisable ni comme eau potable, ni pour l'irrigation, et elle ne convenait plus du tout à la vie aquatique. On pouvait penser que la situation ne pouvait pas empirer davantage, mais elle continua pourtant à se dégrader. La mer d'Aral du Sud rétrécit progressivement jusqu'à se diviser en deux bassins distincts, l'un oriental et l'autre occidental. Ces deux étendues continuèrent à s'assécher, et en 2014, la partie orientale de la grande mer d'Aral avait complètement disparu. Le bassin occidental subsista encore quelque temps, mais en 2024, il n'en restait plus qu'une très étroite bande d'eau le long de la partie ouest. Les conséquences environnementales. Les données des observations satellitaires réalisées par la NASA entre 2020 et 2025 permettent de mesurer avec précision l'ampleur de la destruction environnementale provoquée par cette catastrophe d'origine humaine. Sur la zone de plus de 60 000 km² où se trouvait autrefois la mer d'Aral, un désert au nom symbolique d'Aralkoum s'est formé. Aujourd'hui, ce désert est considéré comme l'un des déserts dont l'expansion est la plus rapide du monde. Mais ce n'est encore qu'une partie du problème. Tout en continuant à s'étendre d'année en année, ce désert poursuit également la contamination des régions environnantes. En effet, des tempêtes de sable soulèvent depuis l'ancien fond de la mer d'Aral des poussières dangereuses contenant de fortes concentrations de phénol, de pesticides et de métaux lourds, puis les dispersent sur des centaines de kilomètres. En conséquence, les maladies respiratoires et les cancers sont devenus plus fréquents parmi les populations locales, tandis que les problèmes cardiovasculaires se sont également multipliés. L'ensemble de l'écosystème a subi des transformations irréversibles. En 2025, la biodiversité avait diminué de plus de moitié. De plus, le niveau des eaux souterraines a baissé jusqu'à des centaines de kilomètres des anciennes rives du lac, entraînant la réduction des surfaces de prairies et des ceintures forestières brise-vent. Le climat régional s'est également détérioré, avec un renforcement marqué des caractéristiques du climat continental. Les étés sont devenus plus chauds, les hivers plus froids, et l'humidité de l'air a chuté à des niveaux extrêmement faibles. Est-il possible de restaurer la mer d'Aral ? Pour être franc, les transformations survenues en seulement 30 à 40 ans ont été si profondes qu'il est désormais impossible de ramener la mer d'Aral à son état d'origine. Cela ne signifie toutefois pas qu'une restauration partielle soit impossible. La situation est cependant différente entre la mer d'Aral du Sud et la mer d'Aral du Nord. Pour des raisons historiques et géographiques, la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan passe aujourd'hui entre les deux étendues d'eau qui formaient autrefois une seule et même mer d'Aral. Ainsi, la mer d'Aral du Nord appartient au Kazakhstan, tandis que la mer d'Aral du Sud, ou ce qu'il en reste, appartient à l'Ouzbékistan. C'est pourquoi il existe également deux projets distincts de restauration de la région de la mer d'Aral. Autrement dit, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan disposent chacun de leur propre programme de réhabilitation. La mer d'Aral du Nord, le projet du Kazakhstan. Dans la partie nord de la mer d'Aral se jette le Sir Daria. Une étendue d'eau relativement modeste y subsiste encore partiellement, connue sous le nom de mer d'Aral du Nord ou petite mer d'Aral. Aujourd'hui, cette étendue est séparée de la partie sud de la mer d'Aral par l'étroit détroit de Berg. Les eaux de la mer d'Aral du Nord s'écoulent vers le sud à travers ce détroit et finissent par disparaître sans laisser de traces dans le désert d'Aralkoum. Cette configuration géographique a conduit à l'idée de barrer le détroit par une digue afin d'empêcher cette perte d'eau inutile. En 1992, une levée de terre fut construite à cet endroit, mais dès l'année suivante, elle fut érodée par les eaux et s'effondra. 4 ans plus tard, une nouvelle tentative fut lancée. Une digue plus robuste fut construite, équipée d'ouvrages de décharge et renforcée par une structure en béton armé. Cependant, cette tentative échoua également, et en 1999, une violente tempête emporta l'ouvrage. Finalement, seule la 3e tentative fut couronnée de succès. Le gouvernement kazakh obtint alors un financement de la Banque mondiale
et fait construire la digue en 2005. Et cette fois, tout porte à croire que les travaux furent réalisés selon les règles de l'art. Le fait que le barrage résiste depuis plus de 20 ans aux forces de la nature en est la preuve. À peine 5 ans après la construction de la digue, le volume d'eau de la mer d'Aral du Nord atteignit 27,1 km3, tandis que la salinité passa de 23 à 17 grammes par litre. Grâce à l'apport d'eau douce et à la diminution de la salinité, les populations de poissons augmentèrent et l'activité de pêche commença progressivement à renaître. En 2025, les captures dans la mer d'Aral du Nord atteignirent entre 8 000 et 10 000 tonnes, soit le meilleur résultat enregistré au cours de la dernière décennie. Le niveau de l'eau s'éleva de plusieurs mètres et l'étendue d'eau se rapprocha visiblement de la ville d'Aral. Cette ville n'a pas encore retrouvé son ancien statut de port de pêche, mais elle a désormais l'occasion de surmonter son déclin et pourrait redevenir un important centre de transformation des produits de la pêche. Le succès évident du projet a ainsi fait naître un certain optimisme. La phase suivante prévoit la modernisation de la digue de Coquaral ainsi qu'une nouvelle élévation du niveau de la mer d'Aral du Nord. Cela permettrait d'augmenter la superficie et la profondeur du lac, tout en créant les conditions nécessaires à une amélioration du microclimat régional. La mer d'Aral du Sud, le projet de l'Ouzbékistan. En ce qui concerne la mer d'Aral du Sud, il est probablement impossible qu'elle retrouve un jour sa grandeur d'autrefois. Cette étendue d'eau s'est presque entièrement asséchée. Jusqu'aux années 1960, la grande mer d'Aral était alimentée par les eaux de l'Amou-Daria. Aujourd'hui, l'eau de ce fleuve est utilisée presque à 100% pour l'irrigation des champs de coton. Construire une digue ici ne servirait donc à rien. D'ailleurs, il n'existe même plus d'endroit où une telle construction pourrait être réalisée. Malgré cela, l'Ouzbékistan n'est pas resté les bras croisés à regarder de nouvelles terres être englouties par le désert. Avec le soutien total de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et du Fonds international pour le sauvetage de la mer d'Aral, un programme progressif de reboisement du fond asséché de la mer d'Aral du Sud a été lancé dans les années 2020. L'une des plantes auxquelles les chercheurs accordent le plus d'espoir est le saxaoul noir. Cet arbuste extrêmement résistant développe un système racinaire profond, stabilise les sols et améliore leur structure ainsi que leur équilibre minéral. De plus, le saxaoul noir peut atteindre une hauteur de 6 mètres et forme ainsi une barrière naturelle contre les tempêtes de sable. Les chercheurs espèrent ensuite utiliser cette protection pour introduire d'autres espèces végétales indigènes. Dans un premier temps, il a été proposé de planter du saxaoul noir sur environ 3 millions d'hectares de l'ancien fond de la mer d'Aral. Ainsi, une restauration complète de la mer d'Aral est impossible. Ce lac ne redeviendra jamais la mer bleue que recherchaient autrefois les voyageurs de la route de la soie. Malgré tout, il est encourageant de constater que la mer d'Aral a commencé à se rétablir partiellement. Espérons que l'augmentation du volume d'eau dans la mer d'Aral du Nord, ainsi que les opérations de reboisement menées sur le fond asséché de la mer d'Aral du Sud, permettront de freiner la dégradation du climat régional et l'avancée de la désertification. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.